Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis extrêmement contente de vous retrouver pour ce premier épisode de 2021. Depuis plus d'un an, je reçois des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des DIY, des illustratrices, des aquarellistes, et à chaque fois c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, on va découvrir la douce Estelle qui a créé la marque de patron de couture Apolline Patterns. Son histoire est très intéressante. Estelle rêvait d'un métier qui allierait le journalisme et l'univers de la mode. Alors, elle a étudié à Sciences Po, puis elle a démarré sa carrière en tant que journaliste. Elle a lancé un peu plus tard son blog Someplace Called Home, et c'est son blog qui va être à l'origine de son nouveau projet professionnel. Estelle voit d'ailleurs cela plutôt comme une suite plutôt qu'une vraie reconversion. On a parlé évidemment de dessin, de modélisme, de couture, mais aussi de shooting photo et de propriété intellectuelle. Allez, je vous embarque avec moi dans les coulisses de la création de patron de couture chez Apolline Patterns. Bonjour Estelle, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Bienvenue. Bonjour Mélanie, et puis merci, je suis très heureuse aussi d'être avec toi. Merci. Donc Estelle, tu as créé la marque Apolline Patterns, je crois assez récemment, il y a quelques mois / petite année, un peu plus d'une année, il me semble. Petite année, ouais, mai 2019, officiellement. Ah, très bien. Tu viens d'où? T'as fait quoi avant, Estelle? Alors, je viens de Charente, Saint-Yrieix. C'est une petite ville à côté d'Angoulême. J'ai fait on va dire, un parcours classique. J'ai commencé avec une prépa que j'ai fait à Bordeaux. Et ensuite, après une année de prépa donc littéraire, je suis entrée à un institut d'études politiques de Bordeaux pour, à la base, faire du journalisme. Voilà, parce que je voulais faire du journalisme mode. Voilà. Ah ouais, donc c'était déjà dans la mode. Bon. C'était déjà dans la mode. On a une petite histoire de famille dans la mode. Du coup, oui, j'étais assez imprégnée par ça. Et après Sciences Po, donc Sciences Po c'est en 5 ans, j'ai commencé à travailler comme journaliste, pas dans la mode parce que forcément je n'avais pas forcément les contacts, et il faut bien commencer quelque part, et j'ai travaillé comme journaliste à partir de mes 24 ans, je crois, pendant 3 ans. Ok, et tu étais toujours sur Angoulême ou Bordeaux, ou à quel moment tu es devenue parisienne? Ah oui, je suis devenue parisienne en 2015, donc c'était une année après Sciences Po. J'avais fait mon premier stage à l'issue de Sciences Po, donc à Bordeaux, dans la télé régionale locale. Et à partir, je crois que c'était de septembre 2015, je suis montée à Paris pour faire un autre stage dans la télé aussi, à la chaîne parlementaire. Voilà. D'accord, ok, donc un peu éloignée de la mode. Complètement. Et alors, comment s'est passée cette transition entre ton métier de journaliste que tu as exercé un petit moment et puis ce moment où tu t'es lancée dans la création de ton entreprise et de ta marque Apolline Patterns? En fait, il s'est passé encore un petit peu plus d'années puisque donc j'ai été journaliste, alors au début politique, ensuite j'ai trouvé un truc un peu plus sexy qui était journaliste de cinéma, donc ça c'était top. Et le souci c'est que ça s'est pas très bien passé, et l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite, enfin a déposé le bilan, et du coup je me suis trouvée sans travail. Et le milieu journalistique est assez tendu au niveau du marché du travail, on trouve pas facilement. Et je me voyais pas forcément faire journaliste pigiste pour les chaînes d'infos en continu. Ça ne me motivait pas trop. Donc en fait, j'ai après ensuite été attachée de presse dans une agence de communication pendant 3 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un peu l'impression de devoir faire un choix entre mon métier passion, qui était le journalisme, et un métier plus sécure, enfin genre pour la sécurité financière. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je prends ce job dans une agence de communication, mais je vais quand même faire ce que j'aime à côté. Et c'est là que j'ai commencé au tout début avec un blog, qui était un blog mode et couture, et qui s'appelait Someplace Called Home. Et ça, c'est vraiment les prémices d'Apolline Patterns, puisque à travers ce blog, je présentais des looks, j'ai présenté mes premières créations couture, mes premières recherches, même en termes de patron, tout ça, et ça a fonctionné. Et du coup, après, je me suis dit, mais effectivement,
Et si je tentais l'aventure de créer ma propre entreprise de patron de couture. Et alors, tu as fait ça pendant combien de temps, un peu en parallèle de ton activité salariée et rémunérée? 3 ans et demi. Ah ouais. Ça a duré, ouais, c'était une période vraiment intense. Ouais, tu m'étonnes. On avait donc les 39 heures classiques, les 39 heures parisiens, et puis à côté, il y avait, je pense autant, je devais travailler 20 heures ou 25 heures sur mon blog par semaine. Je travaillais très tôt le matin, je pense de 6 heures à 8h30, le temps d'aller au travail. Je rentrais à midi parce que j'avais la chance d'habiter à côté de mon travail. Je rentrais à midi pour travailler sur mon blog. Et de 18h à 20h, je retravaillais ensuite après, puis forcément tous les week-ends. Donc c'était Intense, comme tu disais. c'était horrible. Je sais plus comment je ferais maintenant. C'est pas vrai. Oui, mais c'est marrant ça, la capacité qu'on a à faire le truc quand c'est le moment de le faire, et avec le recul de se dire mais comment on a fait? Oui, et puis comment on peut 3 ans et demi, c'est quand même beaucoup à travailler autant d'heures par semaine. Enfin, je dis pas que je travaille pas autant, enfin que je travaille pas en étant juste Apolline, mais j'ai pas 2 boulots en même temps non plus, quoi. Ouais. Mais bon, là, est-ce que c'est la perception elle est peut-être aussi différente parce que là tu travailles que pour toi entre guillemets, et donc du coup peut-être que finalement tu fais tout autant d'heures. Alors peut-être qu'avec le temps tu as réussi à moins empiéter sur tes soirées et tes week-ends. En fait, la sensation est complètement différente parce que je travaille pour moi, je travaille pour mon entreprise, je travaille pour le développement de ce que j'aime faire, en fait. Donc, sûr qu'on compte beaucoup moins les heures. Je pense que je travaille en termes de semaine à peu près pareil, puisque je dois commencer. Enfin, non, je me lève un peu plus tard quand même. Maintenant, je dors jusqu'à 8 heures. Oh là là. Mais, Royal. attention, royal. Du coup, je fais des journées de 9h à généralement 19h30 ou 20h. Avec une petite pause à midi. C'est vrai que c'est quand même une grosse amplitude horaire. Mais par contre, le week-end, je coupe totalement. Et puis les soirées, je les passe effectivement avec mon mari. Alors, on en reviendra sur ton mariage que tu nous as fait suivre et enfin, voilà, c'était magnifique. Toutes ces photos, etc. Je veux bien qu'on en reparle tout à l'heure. Mais avant, quand est-ce que tu as commencé la couture alors? Tu as commencé vraiment très récemment ou c'était déjà... J'ai commencé avec le blog en fait. Je crois que donc on était en 2016 ou 2017, enfin, vers là, je sais même plus exactement. Et oui, j'avais jamais touché une machine à coudre. Ma maman m'avait appris à faire les ourlets quand même, à coudre un bouton, ça je savais. Recoudre les pressions quand la pression au niveau du cache-cœur est pas bien placée, tout ça, ça je savais. Mais oui, la couture, prendre à créer son vêtement de A à Z, ça j'ai commencé en 2016-2017, toute seule. D'accord. Ok. Donc c'est assez récent. Et puis alors, c'est quand même très différent de faire de la couture créative et en plus toi tu fais des vêtements, plutôt que de simplement faire un ourlet qui est assez rébarbatif et pas du tout créatif là pour le coup. C'est sûr. Mais c'est ça que j'aimais bien moi. Souvent les gens me demandent mais du coup t'as fait la couture et ensuite t'as appris le modélisme, mais pourquoi? Et en fait non, ça n'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé par le modélisme, mais juste la couture c'était le moyen en fait de voir mon vêtement qui allait prendre vie. D'accord. Du coup j'ai vraiment commencé les deux de concert parce que en fait ce qui m'intéressait et ce que je faisais petite en fait c'était de beaucoup dessiner mes vêtements. J'avais c'était marrant d'ailleurs. Ma maman a d'ailleurs encore conservé les petits dessins que je faisais à l'époque. J'avais des personnages de dessins animés fétiches et du coup je reprenais leurs silhouettes avec leur tête, tout ça. Et je les habillais en fait. Je leur ajoutais des vêtements et puis je les faisais en série comme ça avec des vêtements différents. Et ça me servait de petite figurine pour jouer avec. Enfin voilà, j'avais 10 ans. Et je fais pareil. Tu crois qu'il faut que je garde ces dessins aussi au cas où? Je sais pas si ça ira loin parce que moi personnellement c'était pas de la grande qualité. C'était mignon. C'est vraiment l'envie de créer un vêtement et je pense que c'est pour ça que j'ai fait une entreprise de patron de couture et pas juste de couture, de coudre des modèles pour d'autres personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parle moins parce que la couture c'est vraiment le moyen pour moi de donner vie à l'idée du vêtement. Ouais. Donc oui, c'est vraiment ce côté mode et création de vêtements qui t'a toujours attiré.
Et finalement, la machine à coudre, bah, c'est un outil pour arriver à ça, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Je pense qu'on acquiert la technique avec les projets, en cousant. Donc, c'est sûr que j'ai appris à faire des finitions propres et avoir des vêtements qui se tiennent bien, tout ça. Mais c'est vrai que je suis pas une experte en technique et parfois on me pose des questions. Je vais chercher dans mon encyclopédie de couture pour y répondre parce que j'ai pas un CAP de couture, j'ai pas. Ma mamie, elle était couturière de métier. Bah, ça n'a rien à voir, quoi. Elle bâtissait ses ouvrages avant. Enfin, elle faisait des trucs très traditionnels et très techniques, quoi. Et alors, donc t'as pas de CAP de couture, mais est-ce que tu as un diplôme ou une formation en stylisme, en modélisme? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à cette question parce que j'ai un peu comment dire, Le syndrome de l'imposteur ouais, ou le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en France, on est tous en train de se dire, mais il faut absolument un diplôme là-dedans pour réussir. Et moi, j'en ai pas dans le secteur de la mode. Hein. Je m'étais posé la question. Je me suis dit, bon, j'ai fait quand même 6 ans d'études. Est-ce que je vais vraiment repartir dans... C'est des formations qui sont longues, c'est-à-dire c'est encore 3 ou 5 ans. Hein. Et comment tu finances ça bah, je suis un peu revenue... alors, c'est peut-être dû à mes études. Hein, je parle pas du tout des autres cursus. Mais nous, Sciences Po, c'était très théorique. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de choses de pratique et en fait tout ce que j'ai appris quand j'étais journaliste, je l'ai appris en travaillant, en exerçant et je me suis dit j'ai peur que ce soit aussi un petit peu de temps perdu, que j'apprenne des choses essentielles, c'est sûr, hein, sur théoriquement comment tout doit se passer. Bon, après il y a plus de pratique dans ces métiers un peu créatifs et manuels, j'imagine dans les cursus, mais voilà, je me suis dit il n'y a pas de raison en fait si on achète les mêmes bouquins que eux apprennent. Si j'avais suivi quelques cours en ligne aussi sur Artisan qui en fait expliquaient hein, les manuels de modélisme de DP Studio. C'était juste une manière animée de lire ces livres. Et en essayant. Et en fait, à chaque projet, j'essayais d'amener une nouveauté en termes de modélisme pour apprendre à chaque projet et emmagasiner des connaissances. Ouais, d'accord. Donc tu t'es quand même auto-formée. Et après, le sens de ma question, c'était pas nécessairement pour mettre en avant le fait qu'il faille avoir nécessairement un diplôme, tu vois, sur le sujet, parce que justement, je trouve que c'est bien aussi de se dire, bah, en fait, on peut aussi apprendre par soi-même et puis y arriver. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Alors, t'es toute jeune, hein. J'ai l'impression de faire la mamie, c'est à te dire ça. J'ai 39 ans. Mais donc t'es toute jeune et oui, ça va. Je dirais pas ça l'année prochaine, mais pour le moment, on est dans la même décennie. Mais non, effectivement, je comprends la difficulté de se dire. En plus, tu venais tout juste de finir tes études, enfin tout juste. Non, voilà, t'en étais pas tellement, enfin tu n'en étais pas sorti depuis tellement longtemps. Donc je comprends tout à fait l'idée de se dire non mais je vais pas retourner à l'école et puis effectivement évidemment le sujet du financement de la formation c'est un vrai sujet même si c'est aujourd'hui si c'est plus simple bon c'est quand même pas nécessairement toujours voilà le plus évident donc non au contraire je trouve ça super chouette. Tu considères que c'est une reconversion ou pas? Alors pas forcément parce que en fait c'est vrai que quand sur Instagram ou les réseaux, quand je parle de ce que je fais, c'est vrai que je parle beaucoup de la création de patron. Mais comme on fait plein de choses quand on est chef d'entreprise, du coup, moi, je fais la création de patron, mais j'ai souvent l'habitude de dire que le modélisme, c'est la chose que je pourrais le plus facilement déléguer à quelqu'un qui est freelance et qui voudrait travailler. Je pense qu'à un moment, on va arriver à ça parce que c'est pas ça qui me prend le plus de temps. Je pense que créer un modèle, ou les collections, ça doit me prendre 20% de tout mon temps de travail, quoi. Et tout le reste, en fait, c'est aussi beaucoup de communication. Et ça, bah, pour le coup, c'était ma formation. Parce que notre master, c'était journalisme et communication. Et comme j'ai travaillé, l'essentiel de mon expérience professionnelle, c'était dans une agence de communication où on faisait attaché de presse, mais pas que. On faisait beaucoup de relations publiques, d'image de marque aussi. Donc du coup, je trouve que c'est pas vraiment une reconversion parce que ça, je continue de le faire, sauf que maintenant c'est pour moi et pas pour un client. Donc je suis pas sûre. Pareil pour tout ce qui est do it yourself vidéo que je fais pour Apolline, ça c'est ma formation de journaliste télé puisque je tournais en fait mes
mes sujets, je montais mes sujets, je prenais l'audio. Et ça, c'est des choses que je refais du coup avec Apolline. Donc, Ah j'ai ouais, juste l'impression d'avoir rajouté en fait une compétence qui est ouais, et accessoirement en fait 20% de mon temps je fais des patrons quoi. Mais non mais ouais, c'est c'est marrant. Ouais, ouais. C'est hyper du coup intéressant. c'est pour ça que je me suis dit enfin quand j'ai pensé à mon entreprise, je dis je peux pas en fait partir perdre 5 ans à faire des patrons alors qu'en fait si un jour j'ai plus de temps, ben je vais dessiner le modèle et je vais le donner à une modéliste pour qu'elle me le fasse quoi. Ouais, 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 d'accord. Mm, Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et alors, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas les étapes de confection d'un vêtement, entre le moment où tu as l'idée et le moment où le patron va être disponible en pochette ou en PDF dans nos mains, donc mm. je crois que tu en as parlé il y a quelques jours sur Insta, c'est de l'ordre de Ouais. 3-4 mois? Ouais, 3 4 mois. Alors, quand c'est des collections, donc généralement, moi, je sors des collections qui sont donc une printemps-été et une automne-hiver. Donc, il y a 6 mois environ entre les deux. Et faut savoir que généralement, 2 semaines après la sortie d'une collection, je commence à travailler sur la suivante. Donc, quand c'est toute une collection, c'est environ 6 mois, Ouais, d'accord. Une avec collection? trois ou Excuse-moi, quatre modèles. Ouais. ouais, c'est ça, j'allais te demander le nombre de modèles. D'accord, 3-4 modèles. Après, ça peut être un peu compressé si je vais arriver à mon prototype final, là où je me dis, bon, c'est bien. Donc ça, c'est peut-être 2 semaines de travail. Mais ensuite, il y a toute la partie, bah, faut grader, faut préparer sa planche de patron avec des repères. En fait, je fais tout toute seule, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps parce qu'on peut pas travailler simultanément sur la même chose. Bah, faut écrire les illustrations, les notices de montage, les instructions de montage, faut les illustrer. Il y a toute la partie do it yourself vidéo. Donc ça, c'est des semaines de tournage. Généralement, par exemple, quand je sors 4 modèles, je fais 1 mois de tournage. En général, c'est 1 semaine par modèle. Donc voilà, quatre Ah ouais, c'est semaines. énorme, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et donc ça, c'est juste le tournage. Et après, il y a tout le montage que j'essaye d'espacer sur 2 semaines minimum. Mais ça, c'est déjà un travail de chien parce que ça fait 4 heures ou 5 heures De de rush, montage. ouais. Donc c'est, ouais. Non, même pas de rush. Non, les rushs, c'est vraiment les produits finis. Ça fera D'accord. 4 heures de do it yourself, 1 heure chacun à peu près. Et dans les rushs, bah, il y a une Oui, semaine de des rush heures quoi et pour des heures. chaque. Ouais, c'est ça. Et j'essaye de le faire maintenant sur 1 mois pour être un peu moins juste. Et puis ensuite, bah, il y a les shootings photos, il y a préparer tous les fichiers parce que maintenant ils les font à 3, ils le font à 4. Il faut mettre les calques pour qu'on puisse identifier sa taille. Enfin, il y a plein de choses qui prennent un max de temps. Et après, il y a la communication, donc organiser les séances photos, bah, récupérer les photos. Si c'est moi et mon mari qui les faisons, bah, faut les traiter derrière, donc en post-production. Faut préparer la mise en ligne sur le site, faut préparer la communication sur Instagram, la petite vidéo de présentation si on en fait une. Enfin, c'est un travail de dingue en fait à chaque fois et c'est pour ça que ça prend autant de temps. Ah oui, Ouais. puis trouver les bons tissus. Il y a des loupés aussi parce que quand je fais une collection, je vais essayer dans un tissu puis je me dis non, c'est pas ça l'essence du modèle. Donc rebelote, je recommence du début afin d'avoir vraiment mes tissus qui correspondent parfaitement au patron parce que c'est important. Ouais, c'est sûr. Et alors les tissus, tu travailles avec des marques partenaires avec lesquelles voilà, tu trouves un partenariat quelconque, ou c'est vraiment tu vas acheter tes tissus vraiment selon ce que toi tu veux pour chaque modèle. Ouais, je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Donc, en fait, au début, je sais que quand j'ai commencé, il y a plusieurs marques qui m'ont proposé, ah, mais n'hésite pas quand tu nous dis quand tu prépares une collection, tu nous envoies un mot si on a quelque chose qui peut correspondre, ça va. Et en fait, moi, je trouvais ça très contraignant, en fait. Déjà, j'aime Mhm. pas demander. J'ai Ouais. horreur de ça. Si ça, enfin, bon, j'ai l'impression d'abuser tout le temps, voilà. Même si c'est un échange de visibilité, mais je trouve Ouais. ça un peu, je trouve ça un peu sans gêne d'aller voir quelqu'un et lui dire bon, tu veux me passer des tissus, voilà. Enfin, je trouve que j'ai l'impression d'être roublarde et de dire allez vas-y, je vais te faire grappiller des euros et T'aurais voilà. pas 20 ou 30 mètres de tissu, je voudrais faire des carrés là-bas. C'est ça. Et donc ça me dérange. Et puis vraiment, je marche au coup de cœur. J'aime pas me restreindre avec une Ouais. marque parce que puis j'aime bien regarder en fait. Et puis des fois, c'est des trucs des tissus pardon, que j'ai en stock depuis plusieurs années et je trouve pas leur utilité. Là, je me dis ah bah oui, là ça marche.
Et non, j'aime bien acheter plutôt. Je trouve qu'on est plus libre en fait quand on achète soi-même. On fait son petit truc, on n'est pas Ouais, c'est sûr. même dépendant du délai. Imagine, c'est un tissu qui est un peu demandé. Bah, quand on passe par un mail à la marque pour savoir si ça l'intéresserait. Et puis surtout, ce qui me dérangeait, c'est, imagine, donc j'accepte ce partenariat, je couds mon patron dans ce tissu et puis je me dis, bon, ben en fait, ça va pas. Ouais, C'est pas ce que je veux donner. Et du coup, qu'est-ce que je dis à la marque? J'ai quand même cousu le tissu et j'ai pas envie de me forcer en fait à patron tissu n'est pas en tout cas à la hauteur de ce que je veux pour Ouais, mon ouais, c'est patron. sûr. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais Après, c'est sûr. j'ai fait quelques partenariats avec justement Liz Taylor, qui m'a envoyé en mai ses chutes de tissu. Et donc là, je pouvais visualiser, mais je le fais vraiment au cas par cas et vraiment avec des marques avec lesquelles j'ai une affinité et surtout où j'ai vraiment un tissu entre les mains où je me dis, ok, ça ira pour un patron. Ouais, d'accord. Ok. Et c'est quoi les pièces que tu préfères dessiner? C'est des robes? Non, j'ai du mal Non? avec les robes, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être ça en tête parce qu'hier tu nous as montré, alors on est début décembre, Oui, tu nous as montré une belle robe c'est une belle robe de princesse. Alors mais elle a... mais ça c'est un hasard, c'est un hasard quoi. Je suis partie au début, je voulais faire un cache-cœur avec des fronces et puis je me suis motivée, je me suis dit bon allez, je vais essayer ça. Ouais, des fois c'est ça aussi là, c'est des hasards hein, la création souvent. Mais je dirais plutôt les blouses et surtout les pantalons. J'adore les pantalons. Parce que c'est la pièce que je pense je porte le plus. Je suis Ouais. rarement en robe justement, rarement en jupe. Je suis toujours en pantalon parce que je cours partout. Mais puis je trouve que ça donne un côté très chic, ça impose quoi. Et je crois que je demande toujours, enfin, les robes d'été, notamment, c'est toujours une discussion avec ma maman parce que j'ai, je peine à trouver. Mais je pense parce que déjà dans le prêt-à-porter, j'avais du mal à trouver des robes qui me conviennent. Je pense que dans ma penderie, j'ai 2 robes du prêt-à-porter, D'accord. peut-être 2 ou 3 que j'ai cousues moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à trouver une forme qui n'est pas trop classique, qui est Un petit tendance. truc en Donc, plus, ouais. ouais, je trouve que c'est pas évident. Ouais. Et tu achètes encore des vêtements dans le prêt-à-porter? Beaucoup moins. D'accord. Généralement, je continue aussi d'acheter des jeans. Je suis pas encore passée à la couture jean. J'arrive pas à trouver les bons tissus, je crois, pour ça. J'aurais besoin de les voir en vrai et je sais pas, j'ai pas de bonne adresse. Si tu en as d'ailleurs ou que quelqu'un en a pour du jean, parce que c'est pas évident comme type de couture. J'achète mes pulls puisque je ne fais pas de tricot. Ouais. Et parfois, je vais acheter des vêtements quand vraiment j'adore le tissu et je le retrouve pas dans les merceries. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et alors, ça... Non, je rigole toute seule de ce que je vais dire. Est-ce que tu as aussi déjà cousu tes sous-vêtements? Non, Non. jamais. Bon. Non. Je repense à ça parce que l'épisode numéro 8, on parlait de Liz Taylor, où c'est l'épisode de 30... non, je me souviendrai plus. 30 et quelques. Ouais. Là, ça y est, je bug au niveau des numéros d'épisode. Mais j'ai eu aussi Anne-Charlotte, du Bazar d'Anne-Charlotte. Oui. Elle qui coud par contre ses sous-vêtements, voilà. Et je repensais à elle et comme elle est hyper punchy et tout, voilà, ça me faisait rire. Mais donc non, t'as pas encore essayé la couture de sous-vêtements. Non, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai je- ou alors je me dis parce que alors, j'ai une petite tendance à me dire ça. Et d'ailleurs, c'était drôle. Je sais moi, c'est à mon tour de rigoler toute seule. Mais au début, quand je me suis mis à la couture, il y a plein de gens qui m'ont dit ah c'est cool, tu vas pouvoir faire tes serviettes, tes nappes, tes draps. Et je leur ai dit mais en fait, c'est pas parce que je vais me mettre à la couture que je vais faire tout ce que je trouve rasoir quoi. Et en fait, je trouve pas les sous-vêtements rasoirs. C'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, comme ça se voit pas, puisque c'est en dessous, à part pour soi, du coup, je me dis bon, allez, je vais laisser je vais les acheter. D'accord, c'est marrant. Mais ça peut changer. Bon, Parce que des fois, plein de on temps. veut se faire des nouveaux défis, changer, essayer une nouvelle chose. Donc, Ok. Alors, est-ce que tu couds de temps en temps quand même, alors peut-être pas des nappes et des rideaux, mais justement juste des accessoires, une petite trousse, je parlais des carrés lavables tout à l'heure, mais ou je sais pas, des petits pochons, des trucs. Est-ce que tu couds vraiment que des vêtements
Ou tu aimes aussi coudre des petites choses? Non, que des vêtements. Sans doute c'est pas une question, enfin dû à une question de temps. En fait, déjà les vêtements, alors mis à part le projet de robe là, de princesse que je voulais faire pour une occasion, j'ai très peu de temps pour coudre autre chose que du Apolline Patterns en fait. Ouais. Donc j'ai pas j'ai pas vraiment de créneau où je me dis ah tiens je vais sortir un nouveau truc, je vais me consacrer 10 heures sur une pièce. Parce qu'en fait, comme je fais à chaque fois un patron parce que ça viendrait de mon esprit, en fait, ça me prend trop de temps et du coup, je ne couds que mes patrons presque. Voilà. D'accord. Bon, une petite trousse, c'est pas 10 heures. Je sais, mais je pense que ça m'a jamais, Ouais, ça c'est m'a pas. jamais tenté. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. Après, c'est personnel. Moi, enfin, c'est vraiment, ça a toujours été les vêtements, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est marrant. Alors, je sais pas, vous pourrez nous dire en commentaire de l'épisode ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on est l'autre. Moi, les vêtements, ça m'a toujours rebuté. Alors, j'ai essayé, ouais. mais sans succès. Donc, je pense que ça a contribué au fait que ça a continué de me rebuter. Et je pense qu'il faudrait que j'apprenne avec quelqu'un plutôt que d'essayer Ouais. d'apprendre par moi-même. Parce qu'en plus, j'aime pas les vidéos YouTube et tout. Enfin, Ouais. j'apprends avec les vidéos et donc c'est pas du tout mon support préféré. Mm. Et donc, du coup, je ne fais que des petites choses en fait. Alors, j'ai fait une couette aussi un jour, mais et là, je me suis dit non, mais ça, c'est pas une bonne idée. C'est super. Ça prend Ça trop devait de pas place. être évident, ouais. Mais voilà, je couds vraiment que des petites choses, des accessoires, des trucs comme ça. Et, et voilà, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment deux catégories, mais peut-être que je me trompe et que je suis complètement biaisée, je sais pas. Ben, je me demande si justement ça vient pas du fait que quand on a envie de se lancer en couture, on lit souvent qu'il faut commencer par un petit accessoire ou commencer par une petite chose, quoi, un petit projet. Ouais, Comme on dirait pour le tricot qu'il faut commencer par un headband ou un truc tout petit, quoi. ouais, Et du coup, effectivement, et ensuite, sa façon d'apprendre, c'est pas tout seul devant sa machine et qu'on préfère être accompagné, mais que soit on n'a pas le budget pour prendre des cours, ou alors on n'a pas une copine qui pourrait nous montrer, ou des choses comme ça. Bah, du coup, c'est vrai que ça peut être assez démotivant de se dire, bon, bah, je vais faire un vêtement, et puis j'ai du mal, et du coup, bah, je me démotive et je continue pas, donc je reviens sur ce que oui, je peux faire. un petit sac, un truc, ouais, ouais. Ouais. Ben, moi, je couds avec une amie qui a de plus en plus envie d'apprendre la couture, du coup. Et on a fait un petit top cet été. Et là, on finit un manteau. Donc, elle a cousu son premier manteau, c'était sa deuxième pièce. Et je l'ai accompagnée en lui expliquant un peu toutes les étapes de montage. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Et maintenant, c'est elle qui a envie de se dire, ah bah tiens, je vais peut-être acheter une machine pour commencer à voir aussi par moi-même, prendre un peu confiance, revoir sur des petits points. Et ouais, donc c'est pas mal aussi effectivement Ouais, c'est top, ouais. d'apprendre avec soit une amie, soit avec un cours. C'est sûr que c'est des choses qu'on intègre aussi, je pense, peut-être plus facilement qu'une vidéo parce que une vidéo, comme on peut la repasser autant qu'on veut, il y a peut-être moins l'effort de mémorisation de la technique qu'on a quand justement on apprend en live, quoi, et sans Ouais, pouvoir faire retour en arrière, quoi. oui, et puis d'appeler la formatrice toutes les 5 minutes. Ah non, en fait, je me souviens plus. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Bon, super. Et alors, 20% de ton temps, c'est la partie modélisme et stylisme. Et sur le 100% de ton temps d'Apolline Patterns, est-ce qu'il y a des petites choses que tu n'aimes pas spécialement faire et d'autres, au contraire, avec lesquelles tu te régales? Alors, je vais commencer par le négatif pour finir sur le positif. Alors, ce que je n'aime pas faire, monter mes do-it-yourself vidéos. Ça, c'est très long. Ouais. Et puis, il y a après toute la mise au point des fichiers. C'est très long de mettre tout l'écran dans toutes les tailles, de vérifier que tous les traits sont bien dans les bons calques de taille. Enfin, ça, c'est passer en A3, en A4. Ça, c'est un peu... Un casse-tête. C'est un casse-tête et ça demande beaucoup, beaucoup d'attention et c'est très compliqué Ouais. parce que plus on fait de taille, en fait, plus il y a de possibilités qu'il y ait un trait qui soit carapaté dans une autre taille. Et après, il faut imprimer toutes les planches de toutes les tailles et tout réassembler pour voir si ça... Enfin, ça, c'est un travail de Ouais. vérification mise au point qui est pas super funky, quoi. Ouais. Et parce qu'en plus, tu dois avoir toujours un peu peur qu'il y ait une erreur et que du coup, ça fasse rater complètement le modèle, quoi.
Ouais, alors c'est souvent pas des grosses erreurs en fait, D'accord. mais par exemple, je sais que sur un des patrons, alors quand on a imprimé toutes les tailles ensemble, nickel, mais quand on a imprimé telle taille, il y avait un des traits qui s'était décalé, mais qui apparaissait pas sur le toute taille, donc c'est des choses dont on peut même pas s'apercevoir. Alors bon, les gens sont généralement compréhensifs. Moi, j'envoie des mails pour dire par exemple, ah bah quand vous imprimez, disons le calque 40 tout seul sur tel patron et telle planche, il y a eu un petit bug. Donc voici le nouveau fichier. Mais non, bah, généralement, en fait, on va dire le premier mois après la sortie d'une collection. Même si je fais tester, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire qui prend du temps, c'est que je fais tester mes modèles, donc je laisse en général 1 mois et demi aux testeuses pour tester les modèles, ce qui rajoute au temps des 3 Ah mois, 4 mois. Voilà. Et donc, même s'il y a des testeuses, le premier mois après la sortie d'une collection, à chaque fois que quelqu'un partage une création à partir de mes patrons, j'ai la boule au ventre en me disant est-ce que ça s'est bien passé quoi. Et ça me glace à chaque fois. ouais. C'est vraiment compliqué Oh à là là. gérer. J'espère que ça va aller mieux. Parce qu'en général, je pense que dans 99% des cas, tout va bien. Mais ça me terrifie. Je suis obligée de me mettre vraiment dans un état d'esprit en me disant bon, je vais ouvrir le commentaire, on va voir, tout va bien se passer. C'est un peu Ne panique effrayant. pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Oh tu le là fais là. combien de fois ton... Ah, j'allais dire ton épisode parce que du coup, tu sais, je me vois, parce que j'ai exactement la même frayeur. J'ai Ouais, peur de me dire l'épisode, je l'ai mal monté, j'ai fait n'importe quoi, je sais pas quoi, parce que ouais, je monte au fur et à mesure et à la fin, je fais valider à l'invité. Mais ouais, l'invité, ouais. par exemple, une des invitées, j'ai cru qu'elle l'avait écouté, en fait, elle l'avait pas écouté. Ah, ouais. Donc, comme c'est, tu vois, je le fais écouter qu'une fois, je me dis, Mm. potentiellement, voilà. Alors, tu le fais tester combien de fois à combien de personnes? Je fais une phase de test, on va dire, définitive. Donc, ça veut dire que maintenant, je prépare le patron. Donc, il est presque prêt à commercialiser. C'est-à-dire qu'il y a le patron, tout l'écran, les repères. Sur les points techniques, je donne les do-it-yourself vidéo. Et les instructions, tout est écrit, illustré. Enfin, c'est vraiment comme si on l'achetait. Et ça, je le fais tester à une vingtaine de personnes. Ah ouais, c'est Euh, ouais, enfin, je veux dire, parce ça te fait un panel quand même assez large. oui, et du coup, de la taille 34 à 46, j'ai du mal à trouver des tailles 48. Mais D'accord. bon, après, d'ici la 46 est bonne, bon, voilà, généralement pour le 48, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a toujours la petite phase, parce que forcément, les testeuses donc, font des retours. Et c'est là où on est tout seul en train de se dire, je vais essayer de tout intégrer. Et effectivement, enfin, ça demande beaucoup de rigueur de ne pas passer à côté d'une erreur ou alors de pas bouger un truc sans penser à bouger, je sais pas, la ligne correspondante. Et du coup, ça crée une erreur. Donc, Mmh. généralement, après, je refais un test, moi, sur toile. Donc, dans la taille 36, c'est celle de mon mannequin. Et j'ai aussi un mannequin qui fait la taille 48. Donc, je reteste dans les deux extrêmes pour voir si tout correspond. D'accord. Ouais, c'est un travail de titan. Ouais. Mais c'est cool, hein. Franchement, je vis ma meilleure vie, hein. Je veux pas déprimer les gens, surtout pas. Non, non, mais après, je pense que si tu le fais avec passion et que t'adores ça, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais moi, je me dis, oh là là. Mais en fait, on a l'impression que c'est vraiment de la création géniale en coup, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques. Mais comme dans tout métier, il y a des choses qui Ouais. sont super géniales à faire et il y a des choses bon, qui sont un peu plus rébarbatives, un peu moins sexy. Bon, Mais alors, et du les coup, bonnes c'est quoi, choses. voilà, les bonnes choses? Bah, c'est quand j'ai une idée de modèle et que du coup, je vais commencer à faire bah, soit en moulage, donc comme hier, ce que j'ai fait sur ma robe, soit Mmh. avec mon petit logiciel de patronage, tout ça pour donner vie au modèle. Et puis alors là, je déchire ma toile, je la coupe, je fais ma première toile et là, je me dis, ah, ça, c'est vraiment bien, quoi, vraiment d'avoir l'idée, de se mettre sur l'ordi pour patronner son truc dans sa taille et ensuite de lui donner vie et de se dire ah bah ouais ça fera un bon patron et ça pourrait plaire. Et puis il y a les shootings. J'adore penser l'esthétique des shootings. Alors ça je peux passer des heures dessus, choisir les tissus qui vont bien aller ensemble, les matières qui vont bien aller ensemble, le lieu qui va aller avec la tenue, enfin ça j'adore. Hein. Mais je crois que ça se ressent dans tes photos. Parce Ouais, qu'en plus, tu es ton seul modèle, si je dis pas de pour le bêtises. moment.
Ouais. Ouais. Donc, nécessairement, bah, évidemment, tu incarnes ta marque. Euh, et oui, on a bien l'impression, effectivement, que tu adores ça, quoi. Ouais. Je trouve ça. Après, c'est pas toujours évident d'être devant et derrière en même temps. Mais bon, en général, on travaille avec. Alors, soit, je crois que sur un des shootings, j'avais pris une photographe. Enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûre. Et sur les autres, généralement, c'est soit mon papa qui prend les photos, soit mon mari. Et bah, je leur prépare des petites planches d'inspiration. Genre, bah voilà, on va shooter cette tenue dans ce décor. Je veux ce type de rendu. Et on essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Mais j'aimerais bien, enfin ça c'est une piste de développement pour 2021. Et puis il y a déjà des petits projets donc en cours là-dessus. Donc je pense que ça va se faire. Mais justement d'avoir plusieurs mannequins et plusieurs morphologies. Et voilà tout ça. D'accord. Ok, super. Ouais. Et toi, tu es à l'aise avec ton image? Le fait d'être, enfin, derrière, enfin, je sais pas plus dans quel sens Oui. on est, mais bref, d'être à l'image, en fait. Oui, maintenant, ouais. J'ai complètement lâché prise sur ce à quoi je ressemble. Genre, j'ai plus de, comment dire, j'ai plus de Le soucis avec, complexe, ouais. j'ai plus de complexe, ça c'est D'accord. envolé. Pourtant, ça n'a pas été toujours le cas. Mais je pense que depuis mes 26 ans, je dis, enfin, en fait, enfin, ça va être un peu, c'est le moment un peu, comment dire, où je vais casser l'ambiance. Mais j'ai eu des gros soucis de comportement alimentaire. J'ai fait de l'anorexie boulimie pendant 6 ans. Et donc de mes 19 à mes 25 ans à peu près. Et puis à un moment, je sais pas, j'en ai eu marre quoi. Marre de devoir toujours faire gaffe à ce que je mange, marre de me trouver toujours des défauts. Je veux dire, c'est bon quoi. À un moment, faut lâcher et puis c'est comme ça quoi. Et je pense que depuis justement mes 26 ans, alors ça coïncide au fait aussi au moment où j'ai rencontré mon mari maintenant. Et ben le regard des gens, tant pis, moi je suis bien avec ce que je suis, enfin en paix. Donc oui, et puis j'aime bien l'idée de transmettre ça en fait. Ouais. Et puis c'est vraiment un service après des vêtements, c'est-à-dire que bah, je les couds sur moi, mais en fait à la limite quand je poste une image, enfin moi je me regarde pas vraiment moi en fait, je regarde mes Ouais, tu vêtements. regardes le vêtement. Est-ce qu'on voit bien les détails? Est-ce que Ouais, ouais, vraiment comme si tu étais un modèle parmi un autre et ouais, c'est ça, un cintre, quoi. Mais souriant, le cintre. un peu plus joli qu'un cintre de base, quand même. D'accord, ouais, c'est intéressant, effectivement, que j'allais dire spontanément et certainement très bêtement que ça t'ait aidé finalement, cette maladie à pas te décentrer, mais oui, comment dire, à faire l'abstraction en fait de tout ça. C'est intéressant. Ouais. Ben, c'est assez paradoxal, hein. Ouais, ouais. On m'aurait dit ça quand j'étais dans ces phases, genre, ah ben un jour, bah, tu mangeras en fait un burger plus des Ferrero Rocher, puis ben en fait tu t'en ficheras. Je leur dis quoi? Quoi? Je serais pas en train de faire 6 heures de sport là? Maintenant, j'en parle très légèrement, hein, mais c'est vraiment pas léger du tout comme sujet, mais c'est que j'ai pas envie de le rendre. Enfin voilà, Ouais, maintenant ouais. c'est plus ça, mais ouais, paradoxalement, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Ouais, ouais, il C'est y a eu un déclic à un moment donné. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, alors, on était dans les trucs que tu adores. Ouais. Il y a d'autres choses? Ben, j'étais très contente de faire mes illustrations pour mes pochettes aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc vraiment l'illustration, je me suis pas acheté un iPad, j'en avais déjà un, mais je me suis acheté le petit stylet qui va avec les iPads et j'ai investi pour 14,80 non 5,99 €, je sais plus, dans l'application Procreate, Ah, ça CRO. coûte si peu cher? Je voyais ça super cher, Je je crois l'ai que jamais c'est regardé, mais mais ça coûte rien sur iPad. Alors je sais plus si c'est 10, 5 ou 15 €. Enfin, d'accord, oui, bon, ça vaut rien, ouais. Ouais, ouais. c'est voilà. Et j'adore quoi. Depuis, alors ça prend un peu de temps, hein. Je pense que là, ça fait 6 mois que je suis dessus et je commence vraiment à m'amuser avec. Mais je trouve ça top pour dessiner toutes les instructions, pour dessiner les jaquettes. Enfin, ça j'aime bien. Ouais, revenir à ce petit. Ouais, ça j'aime bien. Et donc, ça veut dire aussi que finalement, tu as compté sur les connaissances, les compétences que tu avais déjà acquises grâce à ta formation et au métier que tu avais exercé avant.
Et puis tu t'es découvert au fur et à mesure, alors évidemment la partie modélisme et stylisme, mais voilà tout un tas de compétences que tu découvres et que tu inities finalement et qui viennent nourrir ton activité. Ouais, bah c'est vraiment ça en fait. Quand on lance son entreprise, c'est pleinement enrichissant parce on doit toujours faire quelque chose de nouveau en fait si on veut s'améliorer, se développer. Et parmi ces nouvelles choses, ce qu'on peut avoir, c'est par exemple tout ce qui est administratif et comptabilité. Bizarrement, j'allais poser la question, tu vois, c'est marrant, ça revient toujours sur le tapis. Alors ça, moi je nage dedans, mais heureusement mon mari est très connaisseur dans ces choses-là. Lui, il a fait du droit, il est avocat, mais il a fait une junior entreprise et un IAE, je crois que c'est Institut d'administration et des entreprises, IAE. Voilà, exactement. Pardon, Comme ça. excuse. Et du coup, alors lui, il adore les financements d'entreprise, les impôts. Il s'éclate. Il s'éclate. Il m'a fait un tableau qui me calcule en temps réel par rapport à mon chiffre d'affaires, tout ce que je vais devoir payer aux URSSAF, aux impôts. Il y a des pourcentages dans tous les sens. Moi, je suis incapable de penser à des trucs comme ça, mais c'est un super outil qui me permet vraiment de visualiser ce qui rentre, ce qui sort, ouais. Mais ça, oui, ça c'est des choses. Voilà. En fait, oui, il y a plein de choses à apprendre tout le temps, quoi. Ouais. Et je me dis que si l'entreprise grandit, bon, à un moment, je vais devoir déléguer parce que je pourrais pas tout faire. Mais après, c'est quoi? C'est de la gestion d'entreprise aussi, c'est-à-dire les relations avec de plus en plus de prestataires, des facturations, en fait, il y a toujours plein de choses. Ouais, il y a toujours plein de choses nouvelles avec une entreprise. On ne sait pas avant de se lancer. Et pour autant, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou tu te serais dit, bon, je pensais pas que ça allait être aussi dur ou c'était quoi ton état d'esprit avant de te lancer et aujourd'hui? Alors, je pense que j'avais plus peur avant que maintenant. Ouais. Parce que quand je me suis lancée, alors si c'est vrai que j'ai dit au début que j'ai été restée 3 ans et demi donc avec un CDI et mon blog et ensuite Apolline. Et en fait, en mai 2019, je m'étais dit, ok, je lance Apolline Patterns officiellement et je me laisse une année test où vraiment je vais voir si financièrement je m'en sors juste avec mes patrons. Donc du coup, je travaillais en CDI pendant cette année et je m'étais dit, voilà, il faut que j'ai tant à la fin de l'année pour me dire, ok, je me lance. Et finalement, je suis partie avant de mon boulot parce que j'en pouvais plus, on va dire, Ouais. physiquement et intellectuellement de faire trop de choses. Donc là, j'étais sûre de mon choix. J'étais sûre que c'était ça qu'il fallait faire, mais j'avais très peur. Même si on se dit, moi j'avais demandé une rupture conventionnelle, donc normalement, si jamais j'y arrivais pas, il y avait Pôle emploi pendant un temps, au moins, le temps de développer et tout ça. Donc c'était une peur, mais quand même calculée. Et je pense que c'est ça le fondement en fait de mon entreprise, c'est que je suis pas du tout du genre à faire le grand saut. J'ai besoin d'être sûre que ça va aller avant de me lancer. Et donc j'avais un peu peur en mars 2020 quand j'ai quitté mon boulot et que je me suis dit bon je fais Apolline à 100%. Mais maintenant, alors je suis totalement sereine, quoi. Très très sereine, très très contente. Je pense que c'est plus j'avance, plus je suis contente et épanouie par ce mode de vie. Et pour le moment, j'ai pas eu de grosses galères à part voilà le stress avant, enfin pas forcément avant, mais plus après chaque collection de me dire Est-ce que ça va est-ce que ça va plaire. Les moments où je doute beaucoup. Ou les 2 semaines avant la collection, quand je commence à dévoiler les images ou que je m'apprête à le faire, là, je suis très stressée parce que je me dis, si ça plaît pas, c'est 6 mois de boulot, en fait, qui partent en une traînée de fumée, quoi. Mais non, je pense que je suis vraiment, j'ai l'impression d'être là où je dois être maintenant, quoi. C'est chouette. Ouais. Ouais, on en attend pas tant parce que pour moi, j'ai toujours pensé que, j'ai toujours voulu faire un métier passion, mais avec avec les soucis que j'ai connus, je me suis dit, c'est peut-être pas possible en fait. Et là, je me dis, mais en fait, si, faut travailler un max, c'est sûr, faut pas compter ses heures, faut se motiver, mais en même temps, on est galvanisé par le fait d'avoir la chance de faire ce qu'on aime. Et ça, j'en suis bien consciente parce que je sais que c'est pas du tout le cas de beaucoup de gens.
Oui, il y a une vraie souffrance au travail et c'est terrible de voir ça. Et c'est pour ça, je pense que tu vois, si je fais le parallèle avec le podcast, je me dis finalement qu'il y a tellement de personnes qui m'écrivent pour me dire ah bah, j'ai un projet et d'entendre toutes ces créatrices, ça me donne finalement plein de clés et ça me donne envie, tu vois, ça me booste, etc. Et par exemple, il y a beaucoup d'enseignantes, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de filles qui écoutent. Oui. Il y a beaucoup d'enseignantes, etc. Et sans nécessairement dire que il y a de la souffrance au travail que chez les enseignants, c'est pas du tout ça. Mais voilà, il y a quand même énormément de personnes qui remettent en question à un moment donné de leur vie leur vie professionnelle. Et donc, c'est super chouette de se dire, il y a une autre vie qui est possible en fait, si on veut. C'est chouette. C'est exactement ça. Et il y a en fait, je trouve que quand on fait des études, on nous prépare pas du tout à ce que c'est le monde du travail. C'est-à-dire qu'on nous prépare à apprendre, je sais pas, l'histoire. Enfin, nous, c'était sciences politiques, l'histoire de l'économie. Mais en fait, on nous dit pas du tout comment ça se passe, ce que c'est les relations au travail, la hiérarchie quand on est salarié, et tous les trucs qui peuvent ne pas aller bien, quoi. Quand j'étais en CDI là dans l'entreprise qui a déposé le bilan, cette entreprise m'a pas payé pendant 4 mois, quoi. Et en fait, on fait quoi quand on sait pas ça? On a 25 ans, et moi je pensais pas que c'était possible, quoi. Une entreprise te paie pas, et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller demander son salaire au juge des prud'hommes en référé, avec un juge donc qui te traite comme si tu étais un énième cas, et moi il m'avait balancé parce que en fait tout était écrit, c'est-à-dire qu'on remplit un formulaire, il m'a pas payé, il y a la garantie qui s'applique, faites quelque chose, quoi. Et en fait non, il m'a dit mais madame, va falloir être un petit peu plus hargneuse si vous voulez récupérer votre argent. Je dis en fait calme-toi. Mais oui, j'ai dit en fait je suis salariée, ils me sont dus, en fait, j'ai pas à me. En fait si, et j'étais sortie mais complètement détruite, donc je n'ai même pas été récupérer les autres salaires, genre en mode c'est fini, quoi. Et mais c'est d'une violence inouïe, quoi. Et dans mon entourage, j'ai aussi beaucoup de copines qui ont fait les mêmes études que moi, qui ont eu leur premier boulot et qui s'y retrouvent pas, quoi. Ça, c'est vraiment parce qu'on nous fait miroiter que tous les boulots doivent être super, et que ça va très bien se passer avec le supérieur. Je sais pas, moi, c'est ce type d'expérience qui m'ont fait totalement me détourner de la vie salariée, où je me suis dit non, en fait, je veux travailler que pour moi, quoi. Parce que c'est bon, quoi. Tous ces trucs d'entreprise où les gens se parlent les uns sur les autres, où il faut toujours se battre pour le moindre centime d'augmentation, alors que par contre, les horaires, eux, ils sont à rallonge, des choses. Je sais pas, je trouve ça totalement déséquilibré. C'est un grand rejet. Bon, ah non, mais c'est sûr. Mais en fait, comment dire, les personnes avec lesquelles tu travailles, ça fait tout. Et alors, je vais citer un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Gilles Le Gardinier, qui a écrit plein de bouquins très abordables. Enfin, c'est vraiment un romancier, comment dire, pas prise de tête, etc. Mais j'aime beaucoup ses bouquins. Et en fait, dans un de ses bouquins, il dit que globalement, il pourrait faire, c'est l'héros, je sais plus, c'est un héros ou une héroïne, mais toi qui dit globalement, je pourrais faire n'importe quel boulot à partir du moment où je le fais avec des personnes bien. Et souvent, je repense à ça en me disant, finalement, il y a un peu que ça, quoi, au final, qui compte. Alors évidemment, ce que tu fais a de l'importance, mais tu peux finalement accepter de faire plein de choses à partir du moment où tu le fais pour des personnes qui sont, ou avec des personnes qui sont bien, que tu respectes, qui te respectent. Le contexte, ça joue énormément. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes surprises comme ça de ta vie entrepreneuriale, de ta vie d'entrepreneuse créative qui t'ont surprise dans le bon sens? Des choses que tu aurais pas en parler. Un projet qui sera mais pour 2022, donc je préfère pas trop teaser là-dessus. Oui, on est en décembre 2020, c'est un peu dans longtemps.
Voilà, mais Bon. non, bah si, après c'est vraiment des projets qu'on nous propose alors qu'on se dit que soi-même on est juste Estelle, 30 ans, en train de travailler enfin derrière son bureau en fait, chez soi quoi. Et, et du coup, c'est vrai que enfin cette proposition dont je parlerai pas plus, mais je me suis dit mais c'est pas possible en fait que ça m'arrive à moi quoi. Je me suis dit waouh. C'est Enfin bon, chouette. vous Bon. en saurez plus tard. Désolée pour le teasing pourri. Mais c'est Non, vraiment mais on ça se les dira, bonnes surprises, ouais. voilà, quand on verra ça sur Insta, on dira ah mais si, je m'en souviens, elle avait parlé d'un C'était truc. ça. C'était ça. Ouais. Bon, super. Et est-ce qu'il y a des collaborations, par exemple, que tu pourrais imaginer, je sais pas, peut-être, j'en sais rien d'ailleurs. Je n'ai pas tellement d'imagination moi sur le coup. Qu'est-ce qu'il y a Euh, je sais pas, des choses qui te feraient rêver, des rêves un ouais. peu inaccessibles où tu te dis là pour le coup, ça c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Et bah, en fait, j'aimerais bien. Enfin, je me dis dans l'évolution d'Apolline Battens, moi je veux rester en mode patron de couture. Je sais qu'on me pose beaucoup la question du prêt-à-porter. Est-ce que tu veux faire des... Ça, pas du tout, parce que pour moi c'est un autre métier. Faut savoir sourcer les... Enfin, j'ai besoin de quelqu'un de toute façon si je veux faire ça. Et là, c'est pas du tout l'objectif. En plus, c'est autre chose en termes de financement, de financer une collection de prêt-à-porter. Et puis je pense que voilà, moi je m'éclate bien dans la couture. C'est un monde bienveillant où je trouve qu'il y a vraiment de l'épanouissement dans tout ça, dans le fait de faire ses vêtements. Mais par contre, je me dis qu'un jour, j'aimerais bien faire des tissus. Ah, Petite collection, hein, vraiment, ce serait quelque chose qui pourrait aller avec mes patrons. Mais pourquoi pas, parfois, peut-être pas tout le temps, toute l'année, mais faire des petites éditions avec des tissus que j'aurais pensé, des tissus que je trouve peu aujourd'hui et qui manquent. Je pense par exemple à des pantalons. C'est super compliqué de trouver des tissus qui vont bien pour des pantalons. Et moi, d'accord. j'aime beaucoup faire des patrons de pantalons. Donc, je me dis, par exemple, en fait, en sortant des viscoses, enfin, que effectivement peuvent avoir des millions d'imprimés, mais on reste sur de la viscose. Et personnellement, je m'habille pas en viscose et ou très peu. Ouais, vraiment, pas forcément des choses très marquées au niveau des imprimés, tout ça, mais vraiment des tissus. Ouais, je me dis peut-être un jour des tissus. Ça marche. On parlait de Liz Taylor tout à l'heure, ça fait partie des créatrices, tu me disais que tu aimes bien, Mm, et mm. donc qui a sa propre marque de tissus, qui design avec des illustratrices. Hein, ces tissus, Ouais, ça c'est fait ça. partie des choses qui te plaisent. Bah ouais, j'aime beaucoup. Mm. Après, c'est vrai que je ferais pas pareil que Lise parce que Lise a fait, vendre des tissus, c'est vraiment son activité principale. Elle a aussi Ouais. le tricot, mais moi, ce sera jamais à son ampleur en fait, Oui, oui, parce toi, que c'est ouais, complémentaire finalement de ton activité, mais ça, oui, c'est ça. ouais, ouais, l'objet n'est pas Ouais, ce serait peut-être voilà, de plus sous designer forme. tous les tissus. Sous Ouais, forme de ouais. box à des moments, mais moi je trouve que Lise a fait un travail formidable parce que justement, en plus j'aime bien parce que c'est vrai qu'elle propose différents types de tissus. Alors en fait, je crois qu'elle travaille avec la graphiste qui fait les imprimés chez Des Petits Hauts, je crois, si je me trompe pas. Donc j'aime beaucoup en fait tous ces dessins que je trouve très frais et qui ont cette petite patte très poétique et très mais en même temps discret. C'est pas des imprimés trop forts et enfin, Mhm. personnellement c'est ce que j'aime bien. Et Mhm, aussi, ouais. du coup qu'elle ait créé ces jacquards là dernièrement, enfin je trouve Mhm. ça génial en fait qu'elle étoffe sa gamme de tissus tout en proposant quelque chose qui est très esthétiquement Liz Taylor quoi. Ouais, ouais. Ça je trouve ça chouette. Mhm. Et alors, tout à l'heure, je me disais, quand on parlait des vêtements à proprement parler, est-ce que tout n'a pas été déjà pensé, réfléchi, conçu? Tu vois, un petit peu comme, c'est peut-être idiot, hein, mais un petit peu comme finalement quand t'es pas musicien, tu te dis non mais c'est pas possible, tout a déjà été inventé en termes de Ouais. musique, tu Ouais, vois? ouais. Non, mais c'est sûr. Moi, je pars du principe que tout n'a pas été fait, sinon, et encore moins en couture. C'est peut-être que dans le prêt-à-porter, tout a été fait, mais en même temps, la mode, on a l'habitude de dire que c'est un recommencement. De toute façon, enfin, moi, j'essaye toujours généralement de pas refaire ce qu'on voit trop on va dire les patrons de couture, parce que même si on apporte une autre valeur ajoutée qui est OK le Mhm. modèle, mais il y a quand même toute la phase d'apprentissage via les do-it-yourself vidéo. Donc,
les gens en fait parfois peuvent acheter un patron même si il brille pas par une originalité, mais moi j'essaie à chaque fois qu'il y ait vraiment quelque chose qui n'ait pas été encore vu. Mhm. Et par exemple, dans la blouse Justine que j'ai fait pour la dernière collection automne-hiver, j'aime beaucoup les volants, mais je savais plus où les mettre parce que tout a été fait. C'est-à-dire que des Ah volants sur ouais. l'encolure en V, des volants sur une encolure de chemisier, des volants autour entre l'épaule et la manche, enfin des volants au niveau du cou. Enfin, il y a tous les volants qui ont déjà été faits. Je me suis dit, mais où est-ce que je peux intégrer des volants qui n'ont pas été faits? Et c'est là où sur la manche, quoi. Bah oui. C'était pas encore vu. Et du coup, j'ai fait ce jeu de volant croisé. Mais je trouve que non, justement, ça pousse Ça se à réinventer. se, ouais, à se réinventer, à essayer de trouver de nouvelles choses, en gardant certains petits fondamentaux. Mais ouais. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, j'espère. En tout cas, j'ai pas épuisé, Toutes mon tes stock idées. d'idées, ça, c'est ma plus grande peur, quoi, d'un jour, en venir au moment où je me dirais, mais j'ai plus d'idées. Et comment on fait? Bon. Bon, bah Hmm. tu feras des sous-vêtements. Bon, j'allais dire que j'allais élargir et puis Voilà. recruter une styliste qui aura d'autres idées. Non, Ouais, ouais. je Ok. plaisante, je plaisante. Et alors justement sur la question un peu comment dire, de l'inspiration et comment dire, est-ce que au moment où tu as une idée d'un nouveau patron, d'un nouveau modèle, est-ce que du coup, tu vas aller faire l'effort d'aller vérifier chez les autres créatrices de patrons ou dans le prêt-à-porter ou que sais-je, que ton idée est originale? Ou est-ce que c'est simplement le fait que tout ce que tu as accumulé en voyant, j'imagine, au quotidien sur Instagram ou dans les magasins, ou que sais-je, où tu te dis, ah bah, comme ton esprit est entraîné là-dessus et que tu fonctionnes uniquement, enfin pas uniquement, mais tu vois ce que je veux dire, que c'est le centre de ton Mhm. attention, finalement, tu emmagasines tout ça et justement, là par exemple pour les volants sur la manche, tu te dis, ah bah ça, je suis sûre, je l'ai jamais vu. Ou est-ce que tu as besoin d'aller vérifier que effectivement personne n'a jamais mis de volant sur la manche comme tu l'as fait? Alors, en fait, non, ce serait pas. Enfin, en fait, je vois pas. Au début, je me suis dit, je vais faire ça, mais ensuite, je me suis dit, mais comment c'est possible de le faire? Ouais, Parce que des marques de prêt-à-porter, il y en a maintenant, mais alors bah oui, des milliers. ouais, Et c'est pareil pour impossible. les patrons. La vérification que je fais à chaque fois, c'est que je décide d'un prénom pour mon patron. Je vérifie toujours sur Google pour savoir si ce nom de patron existe. Et s'il existe, ce qui n'est pas dramatique, que ce soit pas pour la même pièce. Et si c'est une blouse, par exemple, que je vais appeler Justine, mais qui existe déjà, je change le prénom parce que je veux pas une blouse qui s'appelle Justine. Si c'est une veste, je trouve que ça passe parce qu'on va pas confondre. Mais s'il y a deux blouses qui s'appellent Justine, c'est compliqué. Ouais. Après, Google n'est peut-être pas infaillible, donc ne remonte pas tous les patrons qui pourraient exister. Mais voilà. Après, oui, par exemple, le coup des manches, ça, enfin, je l'avais pas vu. Et je pense aussi ce qui peut différencier et éviter justement de tous faire la même chose, c'est moi mon inspiration, c'est pas du tout le prêt-à-porter. Je regarde pas le prêt-à-porter, je regarde pas ce que fait Cézanne, je regarde pas ce que D'accord. font ces marques-là, parce que en fait, si on est sur Instagram, on voit du Cézanne à peu près toutes les 3 photos. Ouais. Du coup, on trouve plus ça. Enfin, bon, c'est très bien. Ils ont des bons tissus, c'est des basiques, tout ça, mais c'est déjà vu en fait. Et je vois plein de choses qui sortent des fois, et je me dis mais c'est juste la même chose. Donc il y a des fois, enfin souvent, je vais aller chercher vraiment m'inspirer des défilés, souvent new-yorkais, de toutes petites marques, genre pas les gros. Pas les gros que tout le monde connaît, mais des petits designers qui proposent une vision. Et je trouve ça assez inspirant. Généralement, bon, c'est pas l'idée telle qu'ils nous la proposent, c'est-à-dire qu'on l'emmagasine parce que souvent c'est quand même assez peu portable dans la vie réelle, mais Ouais. on va repérer un petit, je sais pas, la Des manière détails, ouais. dont ils ont traité le col, qui est plus grand que surdimensionné comparé à un col normal. Ah ouais, mais ça rend bien. Et moi, qu'est-ce que j'aime comme type de col? Ah bah, j'aime bien les cols festonnés. Est-ce que moi, je le referais pas en grand avec un col festonné ou des choses comme ça, en fait? Et après, il y a la question des basiques. Moi, j'ai fait des basiques aussi sur Apolline Patterns parce qu'on peut pas avoir que enfin, je pense qu'on peut pas avoir que des pièces super stylées et super avec Hum, des détails parce que si on fait un bas et un haut avec 25 000 détails, bah, c'est too much. ouais. Donc, après, sur la question
des vêtements basiques, bah, ça reste basique. Et effectivement, je pense que j'ai fait un pantalon à pince, on le retrouvera partout. Zara fait des pantalons à pince, Mango fait des pantalons à pince, Cézanne fait des pantalons à pince. Ouais. C'est presque comme quand on appelle scotch le ruban adhésif, quoi. Oui, Il y a des oui, choses. Et ça, après, la question des droits, c'est les droits de la propriété, bah, c'est un vrai c'est sujet. super, c'est un vrai sujet. Et dans la mode, enfin moi j'ai une amie qui travaille en propriété intellectuelle, qui est avocate. Du coup, je lui demande souvent des conseils pour savoir, même des fois quand je vois un patron qui sort et qui ressemble vraiment beaucoup à quelque chose que j'ai vu, disons la collection passée, je dis, bah, toi t'en penses quoi? Qu'est-ce que enfin vraiment pour avoir un petit avis pour savoir bah déjà est-ce que c'est de la copie, est-ce que ça l'est pas, comment on juge que c'est de la copie ou pas, enfin vraiment pour avoir ces notions un peu et vraiment toujours garder ça à l'esprit. Mais c'est vrai que avant la sortie de mes collections, donc quand mes modèles sont pensés mais que personne les connaît, j'ai peur que quelqu'un sorte le modèle ou le détail que j'ai fait avec enfin juste avant en fait. Et parce que du coup, on fait quoi on se dit, bon, bah voilà, on tire un trait sur 3 mois de travail, 3 mois de développement, parce que sinon, ça sort après. Enfin, je sais pas, c'est... Ou Ouais, alors... c'est ouais. compliqué, ouais. Parce que il existe ce qu'on appelle des enveloppes solo dans lesquelles tu peux déposer des choses, mais je sais pas si ça s'adapte à des modèles de vêtements. On m'a souvent dit que donc déposer ces modèles à l'INPI, c'était un peu donner de l'argent à l'INPI, puisque de toute façon, euh, on va pas tout... Enfin, je crois que la règle, c'est on peut faire clamer des droits de propriété intellectuelle si le vêtement n'a pas cette différence avec un autre vêtement. Mais il y a des questions d'antériorité, tout ça. Enfin, non, enfin, je crois que ça reste très compliqué à prouver que tel ou tel truc est une copie. Donc, déposer mes modèles, pour moi, ça me semble plus être une formalité purement administrative, mais je sais même pas si, par exemple, je vois que telle personne a fait le même patron ou s'est inspiré. Est-ce que je vais aller vraiment payer toute une Hum. procédure? Enfin, c'est toujours après, c'est des choses qui nous dépassent en fait hein, en termes. Ouais, ouais. Mais Mais je crois que non, c'est un ouais, sujet vraiment, c'est un sujet qui est très sensible, parce mm, qu'évidemment, les créatrices, quel que soit ce qu'elles font, ouais, ça vient avec le cœur et c'est de la passion derrière et des heures de ouais, travail. Et donc du coup, c'est hyper sensible comme sujet. ouais, c'est très compliqué. Ouais. Et d'un côté, effectivement, tout de suite, ça fait un peu pot de fer contre le pot de terre, ou Mm. que ce soit des petites créatrices entre elles. Quand je dis petites, c'est pas péjoratif, Oui, mais oui, voilà, des petites marques entre guillemets, ou des multinationales qui effectivement vont s'approprier le travail de ouais, quelqu'un d'autre. Dans tous ouais. les cas, en fait, c'est toujours très délicat, très difficile. Oui, et puis c'est difficile à juger aussi parce que il y a plein de choses si on fait un modèle pas trop compliqué. Enfin, il y a 20 000 personnes qui peuvent penser au même en fait parce qu'on est quand même tous dans un contexte où on voit les mêmes images, on voit la même mode qui nous imprègne quoi. Et surtout maintenant, c'est vrai avec Instagram et tout ça et sortir du carcan, c'est pas toujours évident. Moi, j'étais un peu gênée là il y a quelques temps, mais il y a un patron qui est sorti et qui avait donc le même nom que mon patron et à peu près la même forme. Et là, je me suis dit, ok. Ouais. En plus, avec le même Et nom, c'est quand même très, ouais, ok. ouais, mais bon, que faire d'autre, quoi? Je sais pas. Peut-être que c'était pas non plus une forme. Enfin, pour moi, c'était pas une forme originale. C'était un buste avec un dos nu. Bon, tout le monde peut avoir cette idée en fait. Donc, je vois pas. C'est très sensible. On se dit bon. C'est compliqué, mais je pense que ce qu'il faut, c'est juste garder à l'esprit que, voilà, faut vraiment faire les choses sincèrement et pas copier sur un tel et copier sur un tel parce que ça marche. Moi, le gros malaise, c'est quand on me tag super souvent en me disant donc c'est un commentaire qui va dire ben je vais hacker ce haut de telle Oui. marque de prêt-à-porter en mentionnant la marque de prêt-à-porter avec le patron machin. Je me dis mais en fait les gens vont me détester quoi. Mais moi j'ai pas fait ce patron pour donc, alors ils font plein de modifs, tout ça, mais je trouve que c'est un peu délicat de Hum. taguer comme ça, surtout en taguant la marque. C'est un peu comme si je dis, ah bah tiens, moi je vais faire ce modèle Cézanne, et puis bah,
Mais je le demandais à ma grand-mère, quoi. Enfin, ou moi, je vais faire, si on me le faisait à moi, genre, ah ben moi, je vais faire ce truc Apple Patterns, mais alors, je vais je vais copier l'idée, mais je vais juste faire mon buste de base moi-même. Mais c'est pour mon usage privé, je m'en fiche. Certes, mais ça fait pas plaisir à lire, en fait, c'est tout. Ouais. Parce que nous, on met du cœur à tout ça, donc je sais pas, je suis toujours... Et pareil, les Cézanne like et tous ces hashtags, là, Balzac like, Sage like, Cézanne like... je trouve que ça dessert parfois un peu les créatrices parce que tu as l'impression d'avoir fait un truc un peu, tu vois, en tout cas, que toi, t'avais pas vu, que tu pensais être un peu ta patte, tu vois, ta marque. Et en fait, il y a des Cézanne like partout en te disant, bon, bah voilà, je vais me servir de ça pour faire du Cézanne et je sais pas. Et, enfin, moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise, je sais jamais quoi répondre parce que l'intention de base n'est pas du tout de faire comme ces marques, quoi. Donc, enfin, pas du tout, hein. Moi, j'aime aussi ce qu'ils font, mais je veux dire, on a vraiment l'intention de faire quelque chose, nous, en tant que créatrice, justement, une petite entreprise, de faire quelque chose qu'on aime et de montrer un peu son style, de développer un style à travers plusieurs patrons, quoi. Ouais, mais c'est très délicat aussi quand on est juste amateur. Tu vois, je pense à moi, j'ai publié hier en story une broderie que j'ai faite. Qui était très inspiré d'un design d'une créatrice et qui vend ses patrons. Ouais. Et tu vois, je l'ai tagué, tout ça, et le patron, donc je l'ai pas acheté, j'ai simplement reproduit son dessin. Et puis évidemment, je vais rien en faire si ce n'est que l'encadrer chez moi. Mais effectivement, est-ce que je suis pas déjà moi-même pas dans la légalité, quoi, tu vois? Est-ce que effectivement c'est un je pense que quand tu le fais pour toi et qu'il n'y a pas de volonté commerciale derrière, enfin, moi je vais jamais dire à quelqu'un, bon voilà, je sais qu'il y en a qui font, je vois des fois des commentaires de personnes qui disent ah bah ouais tiens je vais me patronner la même chose parce que ces idées de manche c'est génial. Bon c'est sûr que ça fait pas trop plaisir, mais en même temps elle le fait pour elle, je veux dire c'est, enfin moi et puis au début quand je cousais c'est vrai que j'ai eu, je pense un petit peu aussi comme tout le monde, la volonté de se dire ah bah j'ai vu ça dans le prêt-à-porter, je vais voir si je peux le faire moi-même. Mais tant que c'est pour soi, je trouve que ça va. Ouais. Et puis, en fait, ce qui me faisait penser à ça, c'est le fait que tu disais que tu plus taguer les marques et les compagnies. Oui. Et donc, en fait, moi, souvent, j'ai mis en avant les créations de cette personne parce que j'aime ce qu'elle fait. Donc, ça fait découvrir aussi à d'autres personnes. Et donc là, j'ai tagué la créatrice. Et en disant que c'était très très inspiré de son modèle que j'aimais. Alors la créatrice m'a absolument pas m'a rien dit, je sais même pas si elle a vu la story, rien, mais effectivement, tu vois, c'est toujours un peu délicat parce que même sans arrière-pensée, finalement, des fois, tu peux être un peu pris dans le truc et te dire bon bah mince là j'ai peut-être enfin c'est délicat, c'est très délicat. Mais en fait ça reste des relations humaines je trouve et puis on a toujours la susceptibilité des gens, est-ce que comment ils vont le prendre et c'est vrai que même si on est derrière les téléphones bah c'est des relations entre personnes, oui. Et puis c'est peut-être moi mon propre ressenti qui fait que effectivement je suis un peu pas vexée, tu vois, mais où on se dit ah bah c'est vrai elle m'a tagué pour, mais c'est peut-être juste moi qui le ressens comme ça et d'autres personnes pas du tout. Hein. Oui. Ouais, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Bon, je suis sûre qu'on aura bien fait avancer le débat, mais c'est compliqué. Bah c'est non mais l'histoire de la copie, des modèles, de toute façon c'est très compliqué comme histoire. Je crois que c'est pour ça que il y a jamais rien qui aboutit parce que c'est trop compliqué. C'est ça, et puis en plus, oui, on se dit toujours, oui, bon, personne n'a pas voulu te faire de tort. Alors après, ça c'est le cas bisounours où c'est la réalité. Hein. Après, il y a évidemment des cas où la personne a voulu faire du tort, c'est évident. Mais je pense que dans un certain nombre de cas, c'est pas le cas. Bon, bref. Ok. Bah, disons qu'il faut avoir, je pense, confiance en ses produits aussi, et confiance en sa marque. J'avoue, j'ai eu un souci là. Il y a 2 mois, j'ai découvert, donc il y avait une marque de patron qui s'était créée et son packaging est juste exactement le même que le mien. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, les gens qui viennent te voir c'est pour ça maintenant je réponds plus aux questions parce que je trouve que ça revient trop, les questions qui demandent tu travailles sur quel logiciel, tu fais comment pour faire ci, tu fais comment pour faire ça, enfin un peu comme si j'allais demander à Nutella sa recette en fait. Et
Non, mais maintenant, je réponds moins parce qu'avant, je me sentais obligée de répondre parce que j'aime pas ne pas répondre aux gens. Mais des fois, je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas très correct ce qu'ils font eux aussi et on ne sait jamais, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. il faut Ouais, être, faut être un peu bisounours, c'est gentil, c'est clair. Mais il faut quand même faire attention à soi, quoi. ouais. Non, non, mais effectivement, alors je sais plus exactement quelle créatrice, avec quelle créatrice on en a parlé sur un épisode, mais oui, à un moment donné, on répond plus. Bah, je crois que c'était Caro Frambourg-Land. On répond, Mm. enfin, voilà, elle me disait, bah moi je réponds plus à où est-ce que tu Ouais. fais imprimer tel truc, avec quel fournisseur tu Ouais. travailles pour faire tel objet, etc. Parce que c'est sa marque de fabrique, quoi. Bah oui, Donc c'est non, ça. non, Et mais puis, ouais, on veut bien aider, inspirer et tout, mais on peut pas non plus donner la recette. ouais, Enfin ouais. voilà, on reste une entreprise enfin voilà, faut qu'on vive aussi. Et puis c'est des relations que nous on a forgées. Enfin, je sais pas. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit des fois de demander des choses et ouais. Mais je me fais violence à chaque fois pour pas répondre parce que c'est compliqué. Parce Ouais, ouais, qu'après je on a comprends. peur qu'on nous dise ah elle répond jamais, ouais, pas répondu sur ça. Bon. Ouais, mais après, oui, si c'est. Moi, je suis comme toi, moi, je veux répondre à tout le monde. Bon, je suis pas confrontée à, à ce genre de choses. Mais je pense qu'après, il faut juste être à l'aise avec la formulation et trouver la bonne Ouais, formulation. c'est ça. Donc, il faut juste dire, effectivement, bah, écoute, ça, c'est ma marque de fabrique, c'est mes petits secrets de fabrication, je peux pas te le dire, quoi. C'est des heures et des heures ou des semaines de C'est ça. travail. Et, bah, en fait, Mm, ça a de la valeur, donc Ouais, je peux c'est pas, ça. quoi. Mm. Mm, Ouais, mm. ouais. Bon. Et alors, maintenant qu'on a parlé d'un sujet un peu chiant, c'est pas très rigolo, Non. parlons de ton mariage. Donc, Ah là là. Ouais. Ça me paraît tellement loin. c'est ce que j'allais dire, ça fait un peu loin maintenant. Mais c'était quand, au mois d'août, au mois de septembre? Septembre, 19 septembre 2020. Et donc, tu nous as immergés dans cet événement, évidemment très très important dans ta vie. C'était important pour toi, ça fait partie de l'histoire de la marque. Alors, non, pas vraiment, mais enfin, en fait, je pense que au début, quand je me suis posé la question, est-ce que je partage mon mariage ou pas? Mais en fait, tout a commencé avec la robe, en fait. Je me suis dit, bon, la robe, c'est quand même, en termes de couture et de gens qui aiment les tissus et tout, c'est quand même le must, quoi. C'est le truc. Parce que c'est super. Enfin, moi, ça m'a passionné de faire ma robe sur mesure. J'avais mes petits rendez-vous avec la modéliste, la toile de coton, ensuite la toile en tissu, et puis ensuite la doublure. Enfin, c'est un peu, enfin, c'est génial, quoi, j'ai pris ma robe chez Laure de Sagazan, et c'est vrai que c'est un atelier qui est déjà très, très beau, et à la fin, au dernier rendez-vous, ils nous ont vraiment fait monter dans les bureaux, donc là où il y a tous les ateliers, les gens qui sont en train de coudre, là où ils développent les patrons. Enfin, c'est vraiment, c'est super passionnant, quoi. Donc je me suis dit, forcément, les filles savent que les vêtements, c'est ma vie. Il faut absolument que je leur montre quand même ma robe. Je pense que c'était une attente aussi. Et après, pour la déco, j'ai un peu hésité, mais en fait, comme on a tout fait beaucoup à la main, il y avait ce rideau de pétales que ma Ouais, maman a cousu. Je ouais, me suis dit, bon, quand même, pour une communauté très do it yourself, bah, ça peut leur plaire. c'est Donc, je clair. me suis dit, ça, j'en parlerai. Et après, je crois que j'ai parlé effectivement de la déco de la cérémonie. J'ai parlé, mais je suis restée sur des sujets très faits main comme ça, parce que Mhm. j'ai pas parlé. Enfin, je sais même pas si j'ai dit qu'on s'était marié à la mairie et ensuite on avait fait une série d'engagements, qu'on n'avait pas fait l'église ou des trucs comme ça, parce que ça c'est pas un débat pour moi. J'ai pas envie de rentrer dans les histoires de il faut se marier à la mairie ou pas ou des choses comme ça. Non, J'ai pas effectivement, montré. c'était pas intimiste dans le sens trop dans ta vie privée, effectivement. Ouais, C'était vraiment, ouais, ouais, axé sur ce que. Enfin, moi, je trouvais que effectivement, que ça complétait bien, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais non, mais ça. ça reprenait de toute façon tout cet univers visuel Voilà, ça se c'était les ressent. mêmes couleurs, il y avait des fleurs, enfin, c'est Mm. sûr. Ouais, je trouvais. Et puis à des moments, en fait, ça me faisait presque penser à un shooting d'inspiration, quoi, parce que tout était pensé très comme ça. Et effectivement, j'ai pas parlé après, j'ai jamais. Enfin, j'évite de montrer mon mari qui n'aime pas trop être sur les réseaux, tout ça. Donc c'est vrai que
je sais pas vraiment. Et puis je pense que en fait, c'est pas forcément ma vie privée qui intéresse les gens. En fait, c'est vraiment ce que je fais sur Instagram. Et j'avais quand même reçu des questions. Tu nous partageras ta déco parce que il y a beaucoup de gens qui se marient. Enfin, je m'en suis rendu compte cette année de préparatif. Je recevais souvent des messages. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se marient, qui sont à la recherche d'idées. Et je me suis dit, bah Ouais. ça, je peux le donner, quoi. Mmh. Bon. Et en plus, se marier en 2020, c'était le truc à faire, surtout. Non, évidemment. Ouais, bah, c'est un millésime très rare. Ouais, ouais, ouais. Dans les stats, tu sais, dans 50 ans, on va dire, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Pourquoi il y a eu si peu de mariages? Oh là là. Non, c'était très compliqué. C'était très difficile à gérer au niveau du stress, au niveau de la motivation. Nous, en fait, on a eu une annonce du gouvernement 6 jours avant notre mariage. Donc, ils annoncent le jeudi soir, Jean Castex va parler. Et finalement, bon, c'était pas lui, c'était un des ministres. Alors, je me suis dit, bon, déjà, ça doit être moins important. Mais c'est vrai que 6 jours, j'étais déprimée. Je me suis dit, mais imagine, ils interdisent maintenant, 6 jours, comment on fait? Et on est vraiment passé entre les gouttes, Ouais. puisque en Charente, ils ont interdit les mariages 3 jours après le nôtre. Donc, c'était, on n'y croyait pas, quoi. Mmh. Mais c'est très compliqué. Et puis, il y a beaucoup de choses dont on parle pas quand on organise un événement dans ces. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé d'organiser ce mariage, de le maintenir jusqu'au bout, parce que je me suis dit que tous nos proches, donc les amis qu'on avait invités, allaient penser que, en gros, on était des irresponsables, parce que c'est ça le discours du gouvernement, que Ouais. si on fait un mariage ou un truc à plus de 6 personnes, on est des irresponsables. Et, et en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut pas repousser un mariage, et notamment le contrat qui nous engage pour le lieu de réception. Mmh. Et en l'occurrence, nous, notre lieu de réception a donc déposé le bilan il y a une semaine, on a appris. Oh, purée. Donc, tous les mariages qui ont été reportés en 2021, du coup, Ah, d'accord. ils récupéreront pas leur caution, tout ça. Ah oui, en plus. Ouais, non mais Ouais. horrible. Mmh. Et ça, on le savait, mon père avait vu qu'il y avait une procédure de sauvegarde il y a 6 mois. Et Ah ouais. clairement, ouais, et du coup, c'était maintenant ou jamais, parce qu'on savait que sinon ça marcherait pas, quoi. Donc il y a plein de choses en fait, et puis qui font qu'on. Mais après enfin je trouve que enfin je peux pas dire que ça rend encore plus fort d'organiser un mariage dans ce contexte, parce que j'ai jamais organisé un mariage hors ce contexte. Mais c'est vrai que tout le monde était vraiment. On avait l'impression qu'ils avaient tous un peu les paillettes dans les yeux de revoir du monde et de s'échapper pour une journée heureuse. Ouais, ouais. Hors de Paris en plus, parce qu'on était en Charente, puis on était dans un grand domaine avec beaucoup de verdure et de choses Ouais. comme ça, et content d'être là et de profiter du moment justement où enfin on peut se retrouver pour une fois, parce qu'on sait que de toute façon l'hiver, on a bien vu comment ça s'est terminé, mais Ouais. que voilà, on allait potentiellement revivre un confinement et tout ça. Ouais. Bon, donc ça c'est fait, une belle case cochée. Ouais. C'est Et ça. alors, tant qu'on est à parler du Covid, ça a eu quel impact sur ton activité pro? Alors personnellement, ça va. Alors je pense qu'on a tous été surpris au premier confinement, Mmh. mars, avril. Au début, enfin quand ils ont annoncé le confinement, je me suis dit, que la poste a fermé, je me suis dit, mon Dieu, comment vais-je faire pour acheminer mes patrons pochettes? Donc heureusement, j'avais les PDF, Ouais. ça y avait pas de souci. Mais en fait, je pense que toutes les merceries patrons de couture tissus ont été assez surpris, mais positivement, parce que les gens se sont, pendant le premier confinement, remis à coudre, quoi. Ouais. Un peu Masque. mobilisés par la Ouais. couture des masques, tout ça. Mmh. Le temps qu'on avait aussi. Je crois que beaucoup de gens se sont remis à coudre, et moi j'ai été dépassée par mes mois d'avril, mai, parce que c'était vraiment, je me lançais, quoi. J'avais quitté mon boulot en mars, et j'ai dû refaire des stocks dans des délais très 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 courts, parce que ça partait trop vite en fait. J'avais pas connu ça en fait. Et mais après ça s'est stabilisé, et je crois que, enfin aujourd'hui, je m'estime plutôt parmi les chanceuses. Voilà, il y a juste, on est toujours tributaire des prestataires, donc faut faire attention à ces délais de réassort.
Ouais, moi, je suis très réactive sur les expéditions, c'est-à-dire que toute commande passée chez moi, je l'expédie en 24 heures maximum parce que je sais que derrière la poste, c'est un peu plus long. Ouais. J'essaie de compresser au moins le temps de traitement chez moi parce que ça, c'est possible. Mais non, globalement, je, je, enfin, je connais pas l'impact négatif que vont connaître les restaurateurs, ceux dont les boutiques physiques sont fermées et voilà. Bon, bah écoute, tant mieux, c'est déjà ça. Il y a tellement d'impact négatif que... C'est ça. Ouais, bon. ouais, Et alors donc, Apolline Patterns, c'est... alors déjà, je veux bien savoir pourquoi Apolline Patterns. Bon, Patterns, on comprend. Et Apolline, il y a une histoire derrière oui, ben, en fait, j'ai mis super longtemps à trouver le nom de ma marque parce que, alors je voulais pas l'appeler Estelle. Alors je sais maintenant, les gens, une fois sur deux, m'appellent Apolline, mais ce n'est pas mon prénom. Mais c'est pas grave. Ce sera mon nom de scène. Non, mais je cherchais alors j'étais pas fixée forcément sur un prénom. Ça pouvait être un nom ou un adjectif qui vraiment incarne donc le fait d'être bien dans sa peau, le fait de s'épanouir à travers la mode et de s'épanouir en termes de gratitude. Une fois qu'on a cousu un vêtement, bah, on est super fiers quoi de nous généralement. Et j'avais envie de voir ces trois sentiments ensemble. Et au début, je voulais appeler ma marque Divine, ce qui existait déjà bien sûr. C'est une marque de bijoux, mais je trouvais que vraiment ça incarnait tout ce que je voulais. Et bah, du coup, j'ai juste acheté un livre des prénoms pour voir un peu tout ce qui pouvait résonner avec ces valeurs, on va dire. Et Apolline, j'ai beaucoup aimé parce que bah déjà si on masculinise, ça fait Apollon, donc Apollon c'est le dieu de la création, dieu de la beauté, dieu de tout ça. Et alors je me suis dit que ça rajoutait encore un sens de plus. Et Apolline parce que je fais des patrons pour femmes, mais voilà, l'idée c'est vraiment qu'avec Apolline, bah, on se sent avec les patrons Apolline, donc les vêtements une fois cousus, on se sent belle et puis fière de soi, fière d'avoir accompli ce vêtement, voilà tout ça. Super, c'est une belle histoire. Et tu fais des patrons de couture pour femmes. Est-ce que tu imagines dans dans tes projets à long terme de faire des choses peut-être pour enfants ou pour hommes? Pour hommes, je crois pas, parce que je vais me faire lyncher si je dis ça, mais je trouve que la mode masculine alors pour le coup, se ressemble partout, quoi. Enfin, je sais pas si toi, ton mari a le même garde-robe, mais donc pantalon de tailleur, pantalon de costume, ils sont tous pareils. Enfin, costume, Ouais, c'est vrai. pantalon de tailleur, ils sont tous pareils. Ils ont un chino, un jean. Les chinos, ils sont à peu près tous pareils. Ouais, Et ils ont pareil. des chemises, quoi. Chemise, polo, t-shirt. Polo, Mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas tous il n'y a pas toute les petits détails, quoi. Ouais, toutes les nuances qu'on peut avoir dans Ouais. dans la mode féminine. Ouais, d'accord. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me tente. Ouais. J'aime pas trop les tissus en plus chino, tout ça. Bon, on peut avoir des super cotons, tout ça, mais je sais pas, Ça t'attire pas. voilà, ça ne me parle pas trop. Par contre, enfant, je pense que le jour viendra où effectivement je vais avoir envie de faire des duos Ouais. mère enfant Ouais. qui peuvent être assez sympas, ouais. Ouais, c'est toujours sympa, oui, à regarder. Oui, c'est ça. Et puis même, je pense, c'est vrai que dès qu'une maman coud pour elle, enfin fatalement, elle va coudre pour ses enfants en fait. Et bah, peut-être que du coup, ça fera enfant garçon-fille. Hein, je pense que ça c'est le principal. Mais du coup, c'est ça qui est sympa aussi. Ouais, ok. Voilà. Et alors, donc en dehors d'Apolline Patterns, est-ce que tu trouves un petit peu le temps pour faire des choses de tes mains? Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas tellement le temps de coudre autre chose pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre le week-end quand tu arrives à pas travailler? Alors, je regarde des séries. Non, je suis pas très originale. C'est vrai que je fais pas grand-chose d'autre de mes mains parce que je fais déjà ça toute la semaine. Ouais. Mais je regarde des séries, ouais. Je suis abonnée à toutes les plateformes de streaming, enfin les plateformes de séries possibles et imaginables. Non, mais ouais, ça me détend parce que c'est vraiment un moment où je vais me poser sur la méridienne ou dans mon lit et je vais rien faire d'autre. Et ça me captive plus qu'un livre. Voilà, parce que le livre, moi, j'arrive pas à lire
et sans penser, quoi. C'est-à-dire que je vais lire 10 lignes et puis alors là, je suis en train de penser à un nouveau modèle et je me dis, je recommence et puis, mais c'est sans fin, en fait. J'arrive pas à me concentrer alors que l'image a un peu un pouvoir hypnotisant, on va dire, sur moi. Après, bah là, on part un peu en week-end, on essaye. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu compliqué cette année, mais on essaye de partir un peu pour s'aérer. Et puis on marche, on essaye de faire une sortie tous les jours, des week-ends avec mon mari dans le quartier pour se détendre, s'aérer. Après, j'ai des petites phases bricolage où j'aime bien bricoler à la maison. J'ai posé un papier peint, j'ai repeint des encadrements de portes. Enfin voilà, ça j'aime bien par contre, mais c'est un peu plus aléatoire. On va dire tous les 6 mois que ça me prend de changer la couleur des murs. Ok. Et alors, tu resteras une citadine, une citadine, plus que citadine, en vivant à Paris, ou tu as l'intention à un moment donné de retourner, en Charente ou autre part? Alors, je pense que je suis citadine de base. C'est-à-dire qu'en Charente, c'est très compliqué pour moi, le jardin, les araignées, tout ça. C'est très compliqué. Je vois, je viens de la campagne aussi. Quand je rentre chez moi, ma mère est obligée de faire, avant qu'on arrive, le tour des araignées. Et puis, j'ose même pas ouvrir mes fenêtres la nuit pour fermer les volets, ça me fait trop peur. Donc, je crois que je suis mieux dans un immeuble où, avec des gens au-dessus, des gens en dessous, des gens à côté, ça me rassure beaucoup. Une porte blindée, une porte pour le code, une deuxième porte pour le code. Enfin, tout ça, j'aime bien. Est-ce que ce sera Paris ou une autre ville de ce type? Enfin, ce type, forcément plus petite, mais ou une autre grande ville, je sais pas. Mon mari, c'est compliqué pour lui de quitter Paris. Ouais, d'accord. Mais après, je pense que c'est des choix aussi de vie parce que si Apolline grandit, le T2 là qu'on a actuellement, ça va peut-être être limite. Si voilà. Et après, la vie qui suit son cours et c'est aussi ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut s'offrir entre guillemets quoi. Donc on verra, mais sinon peut-être l'Île-de-France, je saurais jamais cru dire ça il y a 5 ans parce que j'avais jamais passé le périph quand je suis arrivée à Paris. C'était la snob de base quoi. Mais non, mais je m'étais toujours dit, mais parce que j'étais dans un comment dire un schéma entreprise salariée, donc je me disais mais je peux pas vivre en Île-de-France et faire 1h30 tous les jours pour aller au bureau. Mais maintenant que mon bureau c'est chez moi, pourquoi pas après tout vivre un peu plus loin et avoir un peu plus grand, ça change beaucoup de choses. C'est clair, ça change beaucoup. Et d'ailleurs, alors j'ai pas de stats, c'est juste plutôt, tu vois, des choses qu'on entend à la télé et tout, de tous ces citadins qui sont partis, pas forcément que des Parisiens, mais les citadins qui sont partis un petit peu des villes. Je sais pas ce que ça représente réellement, tu vois, est-ce que c'est juste une idée qu'on veut nous faire passer Ouais, je sais pas trop. Voilà. Donc j'ai pas de données factuelles, mais oui, ça donne envie. Moi, je suis comme toi, je suis plutôt citadine, mais en même temps, je rêve d'une maison avec un jardin. C'est ça. Donc voilà, mais effectivement, le fait de travailler beaucoup à la maison te dit bon, te fait penser que c'est possible de t'excentrer un petit peu. Oui, mais peut-être qu'un jour, il faudra retourner au bureau tous les jours. C'est un sentiment étrange en ce moment. C'est bon. On verra. Parce que l'avenir peut-être qu'un jour, peut-être dans le sud-est. C'est vrai que nous, on est tombés amoureux du Vaucluse. Peut-être un jour, genre quand on sera retraité et tout ça, on ira acheter une grande maison à Ménherbe, en Vaucluse. Non, mais ouais. Il y a des très jolis coins et puis effectivement, ça permettrait d'avoir une maison. Bon, Estelle, il y a une question toujours un peu concon, mais que j'aime bien quand même, parce que ça me fait toujours rire. Qu'est-ce que t'emmènerais sur une île déserte? T'as droit à 3 choses. Oh là là. C'est terrible, la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est quoi? J'ai dit mon téléphone. Alors, on va imaginer qu'il y a du réseau et que t'as une prise pour l'alimenter. Ah oui, parce que sinon, ça sert à rien. Est-ce que c'est des choses ou c'est des personnes? Non, plutôt des choses. Non, tu vois, en gros, est-ce que t'emmènes, je sais pas, ton petit carnet de croquis pour faire tes croquis? Est-ce que t'emmènes ta tablette? Tu vois, oh là là, j'allais dire, j'ai une vision beaucoup plus brosse à dents. Est-ce que je peux me passer de sèche-cheveux? Et
Oui, machine à coudre. Une machine à coudre. Parce que, machine à coudre, ouais, mais en même temps, il me faut du tissu, donc c'est Ah pas facile cette question. tu peux peut-être coudre des feuilles de bananier, je sais pas quoi, tu vois, tu lances une Ouais, nouvelle. j'ai essayé de voir ce qui pouvait, peut-être valait mieux ramener le tissu et une aiguille et pas la machine à coudre qui est à coudre à la main, puisque sur une île déserte, on a le temps. Oui, Euh, a priori. mais quand même une brosse à dents et un sèche-cheveux avec une prise. Ok. Bon, c'est important. Non, mais tu vois, c'est toujours un peu. Mais ça avait le mérite d'être drôle. Tu vois, tu m'as pas dit du chocolat, par exemple. Ah non, alors non, je me suis assez distancée du chocolat. Avant, je pouvais pas m'en passer. Maintenant, je préférerais ramener du beurre salé. Ah oui, mais ça va fondre. Ouais, il faut un frigo, quoi. Bon, c'est ça. allez. Bon. Alors, pour conclure, Estelle, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Je crois d'être arrivée là, ça va faire un peu. Non, mais du coup, d'être arrivée à créer mon entreprise, à en vivre, d'avoir ma vie de famille, puisque j'ai intégré une nouvelle famille récemment, qui se concrétise, quoi, une vie à deux. Non, c'est vraiment à 30 ans, je pensais pas que j'en serais là, et en fait, je suis super fière d'être là où je suis maintenant, quoi. Ouais. C'est vraiment, de la fierté et puis de la gratitude, mais c'est beaucoup d'heures de travail et tout, hein, voilà, et puis vraiment de m'être donné les moyens de mener la vie que j'imaginais et que je visualisais avec, voilà, quoi. Ouais. Effectivement, c'est pas du hasard, quoi, c'est beaucoup de travail. Oui, il y avait une vision depuis, en gros, il y a une vision depuis 4 ans qui me dit, j'avais à peu près, j'étais à peu près sûre quand même d'avoir trouvé le bon homme, mais du coup, pour le travail, ça fait 4 ans que je travaille pour ça, donc je suis contente de enfin souffler, en fait. C'est ça aussi, de se dire c'est bon maintenant. Faut continuer toujours à être compétitif, tout ça, mais vraiment de souffler, de se dire c'est bon, là c'est quand même stable et T'as trouvé ton truc. ouais, c'est ça. Bon, écoute, génial. C'est super. Tu peux être fière. Effectivement, c'est comme si je validais, mais tu peux être fière de toi, Non, mais effectivement. je comprends. Super. Et puis, c'est vraiment, oui, je trouve que c'est un univers, en fait, que tu as créé. Et tu vois, le fait que tu incarnes, que tu portes tes modèles, ça change beaucoup de choses. Ouais, Enfin, moi j'ai toujours peur que ce soit l'inverse, que les gens me disent mais on en a marre de te voir. Genre écoute, ça suffit, mais ouais. je sais pas, évidemment, après, c'est peut-être aussi assez propre, enfin, la perception de chacun qui joue, mais moi, j'aime ce côté unique, en fait. Tu vois, que la créatrice, elle porte son entreprise. Alors, évidemment, c'est beaucoup de travail et tout ça. Mais tout de suite, je trouve que c'est différent, tu vois, dès qu'on est deux ou plus, c'est différent. Donc, c'est chouette. Non, c'est vrai. Et j'aime bien ce côté être moi toute seule, en fait. Pour le moment, je l'envisage que comme ça. J'envisage pas de m'agrandir ou de me développer parce que j'aime bien ce côté-là. Ouais. La solitude n'est pas, tu la vois pas comme de la solitude. Non, et puis avec Instagram, je suis toujours en discussion avec plein de gens. Ça se voit pas forcément parce que c'est du DM, mais c'est vrai que je me sens pas du tout seule. Et parfois, je me force à l'arrêter parce que sinon, je me dis, ça fait trop, en fait. Je comprends. Ok, bon, super. Écoute, merci mille fois, Estelle, d'avoir pris tout ce temps avec moi. C'était super sympa. Merci. On te retrouve évidemment sur Instagram. On peut venir te faire un petit coucou et initier la conversation. Même si, voilà, faut pas te prendre tout ton temps pour que tu continues de travailler. Oui, et mais même si je réponds avec une semaine de retard, je réponds. Super. Écoute, merci encore. La prochaine collection, alors là, c'est quand que tu as sorti la dernière? C'était il y a 17 octobre. Ouais, ça fait 2 mois. Donc la prochaine collection, maintenant, ça sera? Alors, on va avoir une petite nouveauté en janvier. Ah, super. Que j'adore. Et ensuite, la prochaine collection, j'ai pas encore fixé, mais ce sera autour d'avril, normalement. D'accord, impeccable. Voilà. Écoute, parfait. Merci beaucoup encore, et puis à très vite. Merci à toi, surtout de m'avoir invitée. C'était un plaisir, et puis à très
également. Me revoici. J'espère que cette immersion dans l'aventure d'Apolline Patterns vous a plu autant qu'à moi. Moi, je suis à 2 doigts de me mettre à coudre des vêtements avec Estelle. Pour retrouver Estelle, c'est sur apolline-patterns.com pour sa boutique et son blog. Et sur Insta, son compte c'est Estelle SPCH. Venez également découvrir les coulisses du podcast et nos échanges autour de la création et des épisodes sur Instagram sur le compte podcast fait main. Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes de podcast, mais également sur mon site podcastfaitmain.fr et sur YouTube. Si cet épisode vous a plu, vous en avez encore un grand nombre à écouter. Couture, broderie, tricot, mais aussi illustration, aquarelle, DIY. Il y a également des épisodes spéciaux avec des expertes pour en apprendre davantage sur le marketing digital et l'entrepreneuriat, au cas où vous voudriez vous lancer vous aussi. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en parlant du podcast autour de vous et sur Instagram. Vous pouvez également me soutenir avec quelques euros sur mon compte Tipeee, dont vous trouverez le lien direct sur mon site web ou sur ma bio Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous en créant. À bientôt!